la TVT au cœur de l'information. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous pour ce journal. Au sommaire, il y a d'abord la conférence sur la lutte contre le terrorisme nucléaire, rencontre initiée par les Nations Unies et le Parlement togolais. Nous en saurons davantage dès le début de ce journal. Signature de partenariat entre l'Université de Lomé et les communes Golfe 5 et 7, convention cadre sur les questions de développement pour 5 ans dans plusieurs domaines. Également dans ce journal, la première conférence régionale de Caritas Africa, les travaux qui se tiennent à Lomé portent sur la gestion des connaissances ou le changement dans le contexte du programme Approche. Et puis la journée mondiale du sang célébrée ce 14 juin, une occasion spéciale pour rendre hommage aux donneurs de sang volontaires. Voilà pour les titres. Bienvenue dans ce journal. La protection de l'environnement et ce nouveau projet mis en œuvre pour la gestion des déchets solides. Toutes les régions en sont concernées, les services publics sont impliqués. Carmen Madiakapo. La gestion efficace des déchets est un défi pour toutes les communes du Togo. L'Union européenne accompagne le pays pour développer des filières locales de gestion des déchets et d'assainissement liquide adaptées aux besoins. Et c'est à travers le projet GEDEC, Gestion des déchets et décentralisation. Un projet qui va durer 36 mois. Il va contribuer à améliorer la salubrité urbaine dans 5 communes du Togo. Zio 1, Ogu 1, Tchaoudjo 1, Koza 1 et Tone 1. Il est financé à plus de 2 milliards de francs CFA et est mis en œuvre par Expertise France. Il va clairement accompagner la création de filières de gestion des ordures ménagères et des bouts de vidange au sein de ces 5 communes chefs-lieux de région. En fait, ce projet s'inscrit dans une action qui a démarré depuis 2015 et en fait est la continuité d'une action démarrée depuis 2015 qui a été initiée sur la base de la coopération entre l'Union européenne et l'État togolais à travers le projet eau et assainissement au Togo, PEAT 1 et 2, qui visait ces 5 chefs-lieux de région. Le ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et du développement des territoires est le maître d'ouvrage du GEDEC. Et c'est à juste titre que le ministre d'État, Payadoa Boukessi, a exhorté les collectivités locales à monter en compétences pour planifier et piloter efficacement les services d'assainissement et d'enlèvement des déchets. Je voudrais souhaiter à tous la cordiale bienvenue à cette rencontre et vous transmettre les chaleureuses salutations de son Excellence M. Faure Ozoumana Niassingbe, président de la République. La gestion efficace des déchets est donc un défi majeur pour toutes les communes de notre pays, y compris le district autonome du Grand Lomé, qui expérimente depuis 5 ans une gestion de déchets à travers l'enfouissement technique des dits déchets. Il apparaît à l'issue de cette expérience que ce type de gestion devient de plus en plus onéreux. C'est pourquoi j'invite les structures impliquées dans la mise en œuvre de ce projet, de même que les experts, à rechercher d'autres solutions qui soient à la portée des communes concernées sur le plan financier. C'est dans cette attente, dans cet espoir que vous allez nous trouver des solutions autres que sans d'affichement technique. La mise en œuvre du projet Gestion des déchets et décentralisation GEDEC se fera en collaboration étroite avec les différentes parties prenantes, y compris les autorités municipales, les opérateurs économiques et les ministères sectoriels impliqués. Merci.
L'Université de Lomé est désormais en partenariat avec les mairies Golfe 5 et 7. L'accord scellé va contribuer à l'amélioration de la qualité de vie des citoyens pour une durée de 5 ans renouvelable. Plusieurs domaines, formation, stage, développement durable, gestion de l'environnement sont pris en compte. Écoutez-la. L'Université de Lomé devient officiellement partenaire des communes Golfe 5 et Golfe 7. La convention cadre signée entre les trois entités prend en compte un certain nombre de domaines. Formation et stage, gestion de l'environnement, énergie durable, communication entre autres. Et chacune des trois parties a des obligations. L'université s'est engagée dans la signature de cette convention cadre en termes d'expertise à offrir aux communes, expertise dans le domaine de prestations de services comme la maîtrise de l'électricité, sur les questions de l'environnement, sur les questions de la gestion des déchets, sur les questions même de la voirie, de la citoyenneté, du civisme, etc. Les mairies se sont engagées à faire en sorte que les étudiants que nous formons dans le cadre du système LMD, qui est plus exigeant, qui demande que nous puissions faire en sorte que la théorie ne prime pas sur la pratique, que les mairies puissent nous accompagner dans le placement des étudiants en stage. Autant d'engagements qui émeuvent particulièrement les communes Golfe 5 et 7. Grâce à ce partenariat, leurs personnels peuvent également bénéficier des formations et recyclage périodiques à l'Université de Lomé. Les deux communes se sont engagées à respecter les termes de ce partenariat qui se veut gagnant-gagnant. Cette convention est une grande opportunité pour nous parce que nous estimons que nous allons tirer beaucoup de profit dans l'expertise de nos enseignants universitaires pour combler certaines insuffisances que nous avons dans nos communes pour pouvoir faire le développement de notre pays qui attend beaucoup de nous. C'est le moment d'agir et nous, les communes, nous sommes disposés pour cette collaboration avec l'université parce que c'est gagnant-gagnant. Nous allons accompagner l'université et l'université également va nous accompagner. Et donc nous avons la chance qu'aujourd'hui notre commune est naissante. Nous avons l'opportunité de mieux organiser notre commune par rapport à la modernisation de nos villes que nous pensons pour demain. Le mariage entre l'Université de Lomé et les communes Golfe 5 et Golfe 7 est parti pour durer 5 ans. Il est susceptible d'être renouvelé d'un commun accord entre les parties sur la base des résultats obtenus. Le terrorisme nucléaire, une autre menace pour la paix et la sécurité mondiale, nécessité de mener des actions communes pour une lutte efficace. Le sujet est au cœur d'une rencontre à Lomé ce mercredi, rencontre initiée par les Nations Unies avec l'appui du Parlement togolais. Il s'agit d'amener les pays à promouvoir la mise en application de la Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire. Les travaux sont ouverts par la présidente de l'Assemblée nationale, Yawa Djibodi Tchegan, Ulrich Amega. C'est une rencontre en faveur de la paix et de la sécurité mondiale. Les Nations Unies et la représentation nationale togolaise vers la concrétisation de la mise en application effective de la Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire. Une rencontre à sens informatif qui met en lumière la réalité de la menace par l'utilisation des matières radiologiques et nucléaires. Le Bureau des Nations Unies pour la lutte contre le terrorisme met ainsi en œuvre le projet de promotion de l'universalisation et de la mise en œuvre efficace de l'ICSANT. La collaboration entre le système des Nations Unies et l'Assemblée nationale du Togo continue d'être une expérience véritablement enrichissante et soutenue. Le risque que les acteurs non étatiques, y compris les terroristes, aient accès et utilisent des armes de destruction massive, en particulier les matériels radiologiques et nucléaires, a été largement reconnu, notamment dans les résolutions 1373 de 2001 et 1540 de 2004, le Conseil de sécurité et l'Assemblée générale stratégique antiterroriste. Les actes
de terrorisme nucléaire constitue une menace pour la paix et la sécurité internationale. L'adhésion universelle à l'ICSANT est donc essentielle pour faire face à ces menaces. Écarter la menace nucléaire à travers des actions communes. L'Union européenne apporte son soutien à une démarche salutaire. L'appui de l'Union européenne a permis de lancer, en coopération avec les agences spécialisées des Nations Unies, le site internet de l'ICSANT qui fournit un recueil de bonnes pratiques, des modèles de législation mis en place dans les États parties, ainsi que de nombreux articles scientifiques. L'Union européenne a également soutenu l'ICSANT en finançant la publication d'un manuel sur des hypothèses d'accidents liés aux possibles violations de la Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire, ainsi que des modules d'apprentissage en ligne et autres activités de formation, de sensibilisation et de renforcement des capacités. Nous réitérons l'invitation lancée au Togo de ratifier la Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire afin qu'ensemble, nous puissions renforcer l'architecture internationale de la sécurité nucléaire dans le monde entier. L'enjeu de la sûreté et de la sécurité reste une priorité des autorités togolaises. En témoigne l'organisation à Lomé en janvier 2023 d'une réunion des parlementaires africains sur la lutte contre le terrorisme. La présidente de l'Assemblée nationale, Yawadi Gbodi-Tchegan, trouve en cette rencontre un intérêt certain. S'inscrivant dans ce mouvement, le Togo a enrichi son arsenal juridique par l'adoption d'une loi relative à l'utilisation sûre, sécurisée et pacifique du nucléaire le 4 juin 2020. À la suite de l'adoption de cette loi, l'Autorité nationale de sûreté et de sécurité nucléaire a été créée par décret le 17 février 2021. C'est en 2005 que le Togo a signé la Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire. La présidente du Parlement réaffirme ici l'engagement du Togo et des élus locaux à travailler pour gagner cette bataille. En accueillant la présente conférence, notre pays, sous l'impulsion de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Faure Zimna Gnassingbé, réaffirme son soutien à l'Agence internationale de l'énergie atomique, AIEA, dans l'architecture de sécurité nucléaire. Je me félicite donc des contributions substantielles de l'Union européenne à l'intensification de la lutte contre le terrorisme nucléaire sous l'égide des Nations Unies. Je tiens à saluer également la parfaite collaboration avec l'ensemble des agences du système des Nations Unies, avec l'Assemblée nationale du Togo. La réflexion collective sur la sécurité nucléaire doit déboucher sur une coopération et une coordination internationale agissante. Illustration d'une coopération solide entre le Togo et les Nations Unies. Coopération saluée par le directeur du Centre des Nations Unies pour la lutte contre le terrorisme, Mauro Miediko. Entrée en vigueur en 2007, la présente convention est jusqu'alors ratifiée par 120 pays. Tout autre chose, la réunion en ligne ce matin des opérateurs économiques, l'Agence nationale de promotion et de garantie de financement des PME-PMI a initié cette rencontre pour leur parler des enjeux et opportunités du numérique. L'idée est de les amener à profiter des avantages qu'offre le digital pour développer leurs entreprises. Carmen Madiakapo. Cette session, la transformation numérique est inévitable et nécessaire. Le commerce électronique, par exemple, est devenu un moyen incontestable pour booster les ventes des entreprises. Il convient donc d'amener les opérateurs économiques à faire usage des plateformes comme Amazon, Alibaba, WhatsApp et Facebook, entre autres, pour développer leurs activités. L'Agence nationale de promotion et de garantie de financement des PME-PMI leur fournit les outils nécessaires. Le numérique est incontournable aujourd'hui. Dans tous les aspects et dans tous les domaines de la vie aujourd'hui, on rencontre le numérique. La NPGF, dans sa stratégie d'appui, conseil, encadrement, intervient également dans le numérique en accompagnant les PME à travers les sessions de formation, notamment les mercredis de l'entrepreneur, mais aussi les training days qui sont des sessions approfondies pour creuser. Il s'agit essentiellement d'outiller les PME sur la recherche de débouchés et pour le développement de leurs affaires.
Les défis et les opportunités liées à la transformation numérique varient selon la taille et la structure de l'entreprise. Les petites entreprises ont souvent des avantages compte tenu de leur structure moins rigide. Il y a des opportunités qu'elles peuvent saisir, notamment par rapport aux coûts qui doivent être beaucoup plus abordables pour elles, vu la taille que ces petites et moyennes entreprises ont. Mais ces opportunités ne vont pas sans risque. Et il est important que les petites et moyennes entreprises sachent également de quoi il s'agit. L'autre volet est celle qui amène les PME à faire un travail de réelle prise en compte du numérique dans la planification, dans la vision même de l'entreprise, ce qui est une étape qui manque le plus souvent aux entreprises. Très souvent, on pense beaucoup plus aux outils avant de penser à la stratégie, alors que l'approche devrait être inverse. Au sortir de ce webinaire, les opérateurs économiques, porteurs de projets et entrepreneurs pourront mieux comprendre les bases du commerce en ligne, encore appelé e-commerce, comprendre les aspects juridiques pour vendre en ligne en toute légalité et connaître les principaux leviers du web marketing. L'autre titre de ce journal, la première conférence régionale de Caritas Africa, les travaux qui se tiennent à Lomé portent sur la gestion des connaissances pour le changement dans le contexte du programme Approche. Sandra Aziagbe. Cette Caritas nationale de l'Afrique subsaharienne en formation. Un moment d'échange, de partage et de réflexion entre les Caritas pairs. À cette première conférence régionale, ils auront à apprendre à évaluer, examiner et pouvoir adopter et développer une stratégie sur la gestion des connaissances pour le changement au sein du réseau Caritas Africa. Un savoir-faire essentiel pour répondre à un problème avec promptitude. C'est l'art de formaliser les savoirs, les savoir-faire et de les rendre disponibles. Faciliter l'accès à son expérience à quelqu'un qui en a besoin pour résoudre un problème. La gestion des connaissances permet de réduire le temps de prise de décision. La gestion des connaissances permet de constituer une mémoire institutionnelle de l'organisation. Les Caritas d'Afrique font beaucoup de choses en matière de réponse aux urgences, en matière de plaidoyer, en matière de lutte contre la pauvreté, en matière de protection de l'environnement. Cette conférence se veut justement un lieu où les Caritas vont partager toutes ces connaissances-là, toutes ces expériences, afin de mieux accomplir la mission qui leur a été confiée par l'Église, à savoir défendre les pauvres. Pour rendre accessible ce savoir-faire, plusieurs outils numériques sont mis en avant pour améliorer les productivités de l'organisation. C'est Microsoft, l'outil Office 365 de Microsoft, qui nous permet d'utiliser le logiciel SharePoint, le logiciel Teams, pour partager des savoirs, partager des documents, échanger. Mais également, nous avons des outils comme des communautés de pratique. D'emblée, lorsque les connaissances sont bien gérées dans une organisation, c'est l'amélioration de la productivité, l'amélioration de la production au sein de l'organisation. Quand les connaissances sont bien gérées au sein d'une organisation, ce sont les employés de l'organisation qui sont satisfaits des échanges. C'est l'organisation qui est satisfaite du fait de la constitution de sa mémoire institutionnelle. L'organisation ne souffrira pas lorsque ses salariés quittent parce qu'elle aura déjà fait ce travail-là de stocker le savoir, l'expertise de leurs salariés avant leur départ. Pour faire progresser ces pratiques de gestion des connaissances au sein du réseau, il est important également de miser sur les relations interpersonnelles, gage d'une bonne gestion des connaissances. Intéressons-nous à présent au nouveau code des personnes et de la famille. Le ministère chargé de l'action sociale a entamé sa vulgarisation. Les leaders locaux et sociétés civiles sont mis au parfum des modifications apportées au document en 2022. Sylvain Abdou. En 2012, le Code des personnes et de la famille a subi une modification et plus tard en 2014, certains de ses articles ont été également revus. 8 ans plus tard, c'est-à-dire en 2022, ce code a été une fois encore révisé avec certains articles abrogés pour être en phase avec la réalité, celle de l'évolution de la société. C'est ce nouveau code qui est ici en pleine vulgarisation.
une manière de permettre aux chefs traditionnels et les acteurs des organisations à base communautaire de mieux cerner et s'approprier le contenu pour une meilleure application de la gestion des familles. Il est question d'échanger, de partager les acquis de ce nouveau code avec ses cibles, ses différentes cibles, et sur les dispositions, les réformes qui ont été entreprises dans ce code, et d'échanger avec eux sur les contours de comment ils peuvent appliquer ces dispositions dans la famille et dans leurs différentes communautés. La modification en 2022 a un objectif spécifique. Cette révision a porté spécialement par rapport à la contribution de la femme dans le foyer. Et nous avons constaté que dans l'ancien code, enfin le code qui a été révisé, et la contribution non monétaire de la femme n'était pas capitalisée lorsqu'il y a dissolution du mariage. Donc aujourd'hui, quel que soit ce que la femme fait dans le foyer, lorsqu'il y a divorce, il est question qu'on prenne en compte la contribution de ce que la femme fait dans le ménage pour qu'elle ne sorte pas les mains vides à la dissolution de ce mariage. Nous avons également le délai de viduité. Et cela voudrait dire quoi? Lorsqu'il y a divorce, il est question que la femme respecte un délai de 300 jours avant de se remarier pour constater, voir si elle n'avait pas conçu avant leur séparation. Avec l'évolution de la médecine, il est très facile de voir si la femme était en état de grossesse avant la dissolution du mariage ou non. Donc ce délai de viduité a été supprimé. Donc ce sont les réformes phares qui ont consisté à la modification de ce code en 2022. La mission de cette vulgarisation vise à contribuer à l'atteinte des objectifs de la feuille de route gouvernementale, celle de renforcer l'inclusion et l'harmonie, mais aussi garantir la paix sociale. Dans l'actualité internationale au Nigeria, plus de 100 personnes sont noyées et d'autres sont portées disparues après qu'un bateau les transportant sur le fleuve Niger a chaviré. Le navire avait à son bord plus de 300 passagers. Au Nigeria, au moins 103 personnes sont mortes dans le naufrage d'un bateau lundi vers 3 h du matin. La plupart des victimes, dont des enfants, rentraient d'un mariage dans le village d'Egboti, dans l'état du Niger. Arrivés à la cérémonie à moto, les invités ont dû repartir par bateau après une inondation suite à une pluie diluvienne. Selon des sources locales, l'embarcation aurait heurté une bûche dans le fleuve Niger et s'est fendue en deux. Des villageois ont pu sortir 50 personnes de l'eau avant l'arrivée de la police. Les recherches sont toujours en cours pour retrouver les disparus, alors que le bateau contenait près de 300 passagers. Les naufrages, qui sont fréquents au Nigeria, sont généralement dus aux embarcations surchargées, à leur mauvais entretien ou au non-respect des règles de sécurité. Le fleuve Niger est le principal axe navigable en Afrique de l'Ouest. Les autorités ont bien tenté d'interdire la navigation de nuit, mais la règle est peu respectée. Naufrage également d'un bateau de migrants au large de la Grèce. Le bilan s'alourdit à 119 morts. Une centaine de personnes ont par ailleurs pu être secourues. Les funérailles d'État de Silvio Berlusconi, des milliers de personnes dont de hauts responsables politiques italiens se sont réunis pour rendre un dernier hommage à l'ancien chef du gouvernement. Les obsèques sont suivies d'une journée de deuil national. Le cercueil avance lentement, en silence, et chacun immortalise l'instant. De dehors, on entend les premiers applaudissements qui résonnent à l'intérieur de la cathédrale de Milan. Retour à l'extérieur où la cérémonie est retransmise sur 2 écrans géants pour les milliers de personnes réunies sous un soleil de plomb. À chacun son hommage. Il était la référence en matière de football, donc de sport, de politique, de monde des affaires. Et je pense qu'il a donné beaucoup de leçons, même à ceux qui étaient vraiment contre ses opinions politiques, qui sont évidemment discutables. Et je pense que son message était celui de la liberté. Les funérailles réunissent les plus hauts responsables italiens, dont le président de la République, Sergio Mattarella,
ou la chef du gouvernement d'extrême droite, Giorgia Meloni, dont la formation politique de Silvio Berlusconi fait partie de sa coalition. La famille, les proches et très peu de représentants étrangers, dont la liste n'a pas été communiquée en amont officiellement pour des raisons de sécurité. Quand un homme est un homme politique, il cherche à gagner. Il a des soutiens et des opposants. Certains le portent au nu, d'autres ne le supportent pas. Ou comment résumer le parcours de l'une des personnalités les plus clivantes du pays. 1 heure de cérémonie et une sortie sous le chant des supporters du Milan AC. Club que Silvio Berlusconi a présidé pendant 31 ans, son tremplin vers le pouvoir. Des funérailles d'État et un jour de deuil national pour celui qui a été de tous les scandales, de toutes les polémiques, ce qui n'est pas pour plaire à tous les Italiens. Criminalité, justice au Togo, 3 individus des proxénètes interpellés par la police nationale. Ils ont été présentés à la presse ce jour par le commissariat central d'Aguenivé. Les faits. La police nationale a mis la main sur 3 individus appartenant à un réseau de proxénétisme qui opère dans la ville de Lomé et ses environs. Il s'agit des nommés Marus, âgé de 24 ans, Odile, 23 ans, et Rihanna, âgée de 18 ans, tous de nationalité togolaise. Dans la semaine du 5 au 9 juin 2023, certaines affiches annonçant la tenue d'une soirée de sexe dénommée spéciale par tous et partis ont circulé sur les réseaux sociaux avec des images choquantes qui portent atteinte à nos mœurs. Ces soirées devaient regrouper des hommes et des femmes pour des relations sexuelles dans une villa à Aguetelessou. La police nationale s'est alors immédiatement autosaisie à la vue de la dite annonce. Une enquête s'est ouverte et a permis d'identifier le 8 juin 2023 les principaux organisateurs. Elle a également permis de découvrir que ces individus sont à la tête d'un vaste réseau de proxénétisme. En effet, le nommé Marus, le chef du réseau, possède un large répertoire de jeunes filles travailleuses de sexe résidant dans les quartiers de Lomé et ses environs. Ces filles sont mises à la disposition des hommes qui louent leurs services contre une certaine somme sur laquelle ils perçoivent 20%. Il est à noter également que ces genres d'événements malsains et attentatoires à nos bonnes mœurs sont fréquemment organisés dans la ville de Lomé. Les 3 individus interpellés seront présentés devant le procureur de la République pour répondre de leurs actes. Tout en travaillant pour démanteler d'autres réseaux de ce genre, la police nationale invite la population à redoubler de vigilance et à continuer à collaborer de façon étroite avec elle afin de préserver et de garantir les bonnes mœurs et les valeurs morales dans la cité. C'est aujourd'hui la journée mondiale du sang. Donner du sang pour faire battre le cœur du monde. C'est le slogan. L'événement n'est pas passé sous silence au Togo. Sandra Ziabi. La salle est emplie d'une ambiance chaleureuse et solidaire alors que les donneurs affluent en grand nombre pour répondre à l'appel de la campagne de collecte de dons de sang. Parmi eux se trouvent des habitués, mais aussi des nouveaux venus, tous présents pour offrir leur précieux liquide et contribuer à sauver des vies. Sylvie, une jeune dame présente dans la salle, est une ancienne donneuse qui avait momentanément mis fin à son engagement en raison des préjugés et des idées reçues. Cependant, elle a récemment repris ce acte altruiste déterminé à faire une différence. Il y a les gens autour qui vous disent vous allez finir votre sang, le sang que vous donnez, est-ce que vous êtes sûr que ça sert à des gens? Bon, à un moment donné, j'ai laissé, mais il a fallu que un proche à moi tombe malade et cela nécessitait du sang. On avait dit qu'il n'y avait pas assez de sang, on a dû faire la queue. C'est là que je me suis dit, si tout le monde faisait comme moi, raccrochait parce que l'environnement lui parle,
qui va donner et moi, on va me donner. Parmi les nouveaux donneurs se trouve Rafia qui, après quelques hésitations, s'est rallié à la cause avec joie. La transfusion sanguine, une activité vitale mais coûteuse pour l'État togolais, bénéficie également du soutien des partenaires et de volontaires dévoués. En cette journée du 14 juin, on célèbre cette solidarité. L'Ordre des pharmaciens participe aux côtés du Centre national de transfusion sanguine à l'information pour que nos concitoyens qui remplissent les conditions puissent donner de leur sang et aussi faire aussi une mobilisation financière parce que pour qualifier les poches de sang, ça a un coût. En accompagnant le Centre national de transfusion sanguine, notre ambition est de compléter le gap en termes de besoins, des ressources dont le centre a besoin. Pour nous, c'est notre action de responsabilité sociétale qui est d'accompagner les malades. Le Centre national de transfusion sanguine a fixé un objectif ambitieux pour cette journée, collecter plus de 600 poches de sang afin de renflouer ses réserves et répondre plus efficacement aux besoins à venir. Registre santé toujours et direction Kara où s'est déroulée une cérémonie de pose de première pierre au centre hospitalier préfectoral de Pagouda. Les travaux de réhabilitation et d'extension de cet hôpital vont bientôt commencer grâce au financement de la coopération allemande. Nestor Mouzou. La pose de cette première pierre au centre hospitalier préfectoral CHP de Pagouda va se matérialiser en 12 mois par la réhabilitation, l'extension et l'équipement de la maternité et du bloc opératoire. Bureau pour le personnel, salle de travail, de réanimation du nouveau-né, d'hospitalisation, de soins, de garde, vestiaire du personnel soignant, salle d'opération, de stérilisation, de décontamination, de bouillanderie. Voilà spécifiquement les travaux qui seront effectués. À cela s'ajoute la réhabilitation de la salle de formation, la construction d'un bloc sanitaire de 6 cabines, d'un système de bâche à eau pour le stockage d'eau d'environ 16 mètres cubes et d'un nouvel incinérateur. Tout ceci sera réalisé grâce à la coopération allemande. La délégation allemande à cette cérémonie de pose de la première pierre a exprimé les raisons de l'appui que le gouvernement allemand apporte au Togo. Ce qui nous a motivés, en fait, c'est surtout le dynamisme et les réformes du gouvernement togolais en ce qui concerne la décentralisation et la santé comme telle aussi, la santé maternelle, la santé de toute la population, le bien-être de toute la population. Et c'est pour cela que nous avons investi et que nous allons encore investir dans les stations de santé décentralisées, comme aussi dans cet hôpital et son élargissement qui est prévu. Avec la réhabilitation, l'extension et l'équipement de la maternité et du bloc opératoire, le CHP de Pagouda entend retrouver ses lettres de noblesse. Érigé en 1927, cet hôpital a été le premier dans la région et a fait parler de lui de 1958 à 1969 par son bloc opératoire. Avant la pose de la première pierre des travaux de sa réhabilitation et de son extension, la délégation allemande s'est rendue à la mairie de la commune de Bina 1 où elle s'est entretenue avec le conseil municipal et les cadres de la préfecture. La délégation allemande a voulu voir et entendre de la voix des conseillers ce que nous vivons comme projet de développement, ce que nous menons comme activité sur le terrain. La question principale sur laquelle ils sont revenus, c'est l'implication de la femme, des femmes dans le processus de développement. Les échanges ont été suivis d'une visite des locaux de la mairie de la commune de Bina 1. Ces locaux ont été réhabilités en 2021 par la coopération allemande à travers le PRODEGOL, Programme décentralisation et gouvernance locale. L'étape de Pagouda marque la fin de la tournée de la délégation allemande, tournée qui a conduit cette délégation aussi à Sokodé, Brita, Kara, Baga et Gando. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Merci de votre attention. Restez avec nous, nos programmes se poursuivent. Dans un instant, la météo, l'actualité revient à 22h30 avec Yata Aratem. Merci de votre fidélité. Très belle soirée à vous.